Très heureux d'être ici, donc on va se présenter. Christian Vivier, voilà, je suis professeur des universités, je suis historien, directeur du laboratoire C3S, je suis à Besançon. Et Pascal et Anne m'ont proposé de réfléchir sur le sport universitaire avec un éclairage historique. C'est un peu ce que j'ai commencé à faire, puis après je me suis dit, mais sans tout seul, je travaille de plus en plus sur des autres sujets. J'ai longtemps travaillé sur l'histoire du sport, l'histoire de l'éducation physique, et aujourd'hui un petit peu moins, donc j'avais besoin d'un collègue et ami, et donc je vais lui laisser le soin de se présenter. Oui, Jean-Nicolas Renaud, donc moi je suis directeur du département de SEP à l'ENS Rennes. Et effectivement, j'ai commis il y a quelques années un petit ouvrage sur le sport scolaire à la FRAPS, donc effectivement ça a peut-être fait le lien, mais aussi je suis en présence de mon directeur de thèse, donc c'est effectivement un lien qui est entre autres possible. Voilà, donc l'idée ça a été de garder aussi cette petite forme d'insubordination qu'on aime à nourrir, en se disant que c'est toujours plus sympa pour développer des débats ensuite. Voilà. Alors je reprends la parole, ni Dieu ni maître, très cher. Donc, tout d'abord des remerciements à Anne et puis à Pascal pour cette invitation qui nous ravit, des remerciements aux institutions qui nous accueillent quand même, et vous allez voir, c'est un clin d'œil, vous allez bien comprendre, et puis surtout aux collègues qui sont là, présents, et j'espère que on va pouvoir initier un débat, parce qu'en fait c'est l'idée, cette réflexion, qu'elle serve éventuellement à échanger autour d'une idée. Vous allez voir un peu ce qu'on va essayer de faire. Alors j'espère que le discours ne sera pas trop académique et pas trop entendu. Donc, tout d'abord, un peu obligé d'introduire quand même un peu cet aspect-là. Donc c'est une provocation. Vous allez voir, c'est un peu provocateur. C'est une provocation parce que je trouvais que, au départ, réfléchir sur le sport universitaire, si on se pose en historien, on s'aperçoit que le sport universitaire, il vient d'initiatives individuelles, autonomes, indépendantes, et que c'est un aspect qui le caractérise et sur lequel il convient de réfléchir. Alors la question première, c'était que sont devenues ces initiatives, quelle importance elles ont eu par rapport à la mise en place de ce sport universitaire. Ça répondait, il me semble, à la commande initiale de Pascal et d'Anne. L'idée, c'est de vous proposer une histoire critique sous le prisme d'une réflexion politique. Par rapport à ce que vient de dire Pascal, il n'y a pas de problème, on est complètement dedans. Et donc de se questionner sur ces initiatives indépendantes et cette germination du sport universitaire, avec des exemples concrets qui vont nous venir qui vont alimenter notre réflexion, avec essayer de voir comment ce sport universitaire et le sport scolaire, d'ailleurs on va voir les liens qu'il y a entre les deux, ont permis éventuellement d'offrir une évolution à un sport, une construction, une structuration à ce sport. Alors pourquoi ? Comment réagissent les institutions face à ces initiatives et comment elles le contrôlent, comment éventuellement ces initiatives peuvent dépasser les institutions ou inversement les institutions peuvent récupérer ces initiatives. C'est un peu cette logique-là. Et pour ce faire, on s'est dit, ça va être un peu original de proposer un ancrage théorique un peu dans le champ de la réflexion libertaire. Voilà un peu l'idée. Donc on est chez les anarchistes, alors bien sûr, en plus, ça nous amuse un peu, parce qu'on nous vient de terre franc-comtoise, et c'est, comme vous le savez, Fourier, Proudhon, Courbet, Considérant, on a du beau monde, Gatti de Gamon, il y a
quand même pas mal de choses, et donc on s'est dit, ben, peut-être qu'une réflexion à partir de l'anarchie et des utopies socialistes pourrait nous amener des pistes historiques, hein, parce que ça va être vu d'un point de vue historique, même s'il y a une part de militantisme, et donc c'est bien une histoire militante, c'est ce que l'on a écrit là-dessus. Alors bien sûr, une histoire militante, dès l'instant où on parle du corps en mouvement, ben, le corps est le symbole de tous les symboles existants, le corps est foncièrement politique, et le mouvement du corps est foncièrement encore plus politique, donc voilà, vous n'êtes pas étonné là-dessus. Donc ces traces de militantisme, ben, je m'adresse à vous, vous savez ce que ça veut dire, le militantisme par rapport aux syndicats, et c'est aujourd'hui difficile de mobiliser les collègues. Et c'est aussi dans ce sens-là que on pose aussi cette question plus épistémologique. Vous allez voir que ça va résonner. Pourquoi? Parce qu'on va réfléchir sur une notion qui nous paraît essentielle dans le cœur de ce travail, enfin cette petite analyse, c'est la notion d'utopie. Alors l'utopie, voilà, bon, très vite, hein, je ne vais pas faire un cours sur l'utopie, mais pour dire que bon, l'utopie, ça vient, vous savez, topos et u, qui veut dire où, avec deux pistes, hein, soit c'est le non-lieu, donc le lieu de nulle part, hein, donc ça aboutit à rien, quoi. Soit l'utopie, c'est le bon lieu, hein, donc là on voit bien le lieu du bonheur, et on voit bien que on va naviguer sans cesse entre ces deux aspects, et bien sûr, le premier à le faire, c'est Thomas More, hein, au XVIe siècle, qui est là-dessus. Alors on va voir que cet élément, il est intéressant. Pourquoi utopie? Parce que j'ai l'impression que, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, on en discutera, mais qu'au départ, on a un certain nombre d'initiatives qui sont utopiques. Ça pourrait être un point d'ancrage intéressant, et comme par hasard, ben, pour aussi resituer d'où on parle, pour ceux qui ne connaissent pas les travaux qu'on a faits, mais voilà, nous on est plutôt éliasien, foucaldien, on utilise Ehrenberg, et puis voilà, on travaille pas mal sur ces registres-là, et finalement, si on réfléchit bien, le travail sur les utopies socialistes ne sont pas en décalage complet avec ces réflexions sur la norme, hein, on va le voir sur ces éléments-là. Donc c'était juste pour resituer, et puis une petite problématique, parce que même si voilà, il me semble qu'elle est intéressante, c'est réfléchir sur les utopies, dont les innovations estudiantines proposées dans le cadre des activités corporelles et sportives font partie, c'est maintenir la charge vive d'un passé non advenu, pour reprendre les réflexions de Walter Benjamin et puis Ernst Bloch. Voilà, donc on enchaîne tout de suite avec, il y aura 4 parties. Une première très très rapide sur la notion d'héritage, et puis on enchaînera ensuite sur des exemples pour essayer de vous montrer qu'on peut considérer ces initiatives individuelles et privées comme des éléments intéressants, et puis voir comment l'ingérence des différentes institutions peuvent être dessus. Alors le premier élément, il est assez original, c'est l'idée de se dire que les landis sont issus d'initiatives, puisqu'ils empruntent à la fête, au carnavalesque, et finalement la fête et le carnavalesque, vous connaissez un petit peu les férias dans les Landes ou les férias en Espagne, c'est cette idée que vous savez comment ça se passe, hein, le maire remet les clés de la ville et les règles changent. Et ça me paraît assez intéressant, c'est-à-dire que ces fêtes, ces festivités dans lesquelles les pratiques corporelles sont présentes, eh bien, sont un élément d'une certaine utopie. Alors, qui peuvent conduire au chaos, certains le diront, ou peut-être conduire vers un autre, un ailleurs, autre chose. Donc voilà un petit peu un premier point. Donc les landis, on avait repris cet élément, les landis reprennent ces éléments-là. Alors après, il y a différentes formes hein, de landis, on pourrait y voir un quadrillage progressif, après quand c'est repris par Tissier. Mais voilà, cette origine me paraissait intéressante. On continue ensuite, alors le deuxième point va essayer de vous montrer quelques initiatives individuelles indépendantes. Voilà, j'ai mis il y a beaucoup trop de choses, hein. Vous allez voir que je vais faire en 2 secondes pour vous dire, regardez, voyez toutes les initiatives qui germent entre 1870 et puis, on va dire, 1890, au moment où, bien, comme par hasard,
se met en place du CFSA, et puis la circulaire bourgeois, qui va être très importante, va inviter les lycées, les universités à construire progressivement, les universités, ça sera un peu plus tard, mais à construire des associations sportives avec une gestion. C'est-à-dire que globalement, on a des initiatives au départ qui sont vraiment issues, qui partent des étudiants, et puis progressivement, on s'aperçoit que l'institution rattrape, voyant cela, voyant le développement de ces initiatives, se dit il faut faire quelque chose, et propose la gestion, le contrôle. Alors vous allez voir, on développera un peu ces éléments-là. Et à l'inverse, des fois, ces institutions, en proposant des textes, eh bien, sont l'occasion d'initiatives individuelles qui permettent le développement dans d'autres localités. On voit bien, surtout dans les grandes villes au départ, à Paris, et puis ça va se dérouler après. Je te donne la parole. On va rester à Paris justement avec l'un des premiers grands clubs français, avec le Racing Club de France, qui, dès ses origines, est une initiative de lycéens. Ces lycéens étant mineurs, dès lors qu'ils veulent se structurer, dès lors qu'ils veulent avoir une existence officielle, sont sommés par le préfet de s'asseoir sur des cautions morales que sont des gens majeurs. Alors bien sûr, il va y avoir un employé de commerce, il y a un journaliste, mais surtout un officier de cavalerie, qui est peut-être celui qui est le plus crédible, en tout cas la caution morale, qui satisfait à une époque où on est encore sous l'égide de la loi Waldeck-Rousseau, on est sous l'égide de la loi Le Chapelier, qui interdit les rassemblements à plus de 20 personnes, et on va aller doucement vers la loi Waldeck-Rousseau, donc la loi 1901, qui va justement autoriser ces rassemblements. Donc on a peur des rassemblements, on a peur un petit peu de cette anormalité d'une jeunesse qui a pignon sur rue, et on développe tout un système qui interdit à la jeunesse de s'exprimer comme telle, on lui instaure un cadre. Et ce cadre, c'est le poids de l'institution, avec une norme qui évacue les marges, en fait, même les marginaux. Et c'est en fait encore un phénomène naissant que celui du sport, mais qui se développe à bas bruit, parce que l'année d'après, on a effectivement le Stade français qui va se développer de son côté. Donc au niveau, pour l'instant, des jeunes étudiants, c'est encore quelque chose d'assez doux, j'allais dire, comme mouvement, et ils savent très bien qu'ils gardent, c'est cette partie qui est un peu en dessous, là c'est concernant le préfet, mais ici, c'est de toute façon, on continuera à faire comme on veut. Alors, ça tombe bien, puisqu'on est passé de Paris, on va revenir avec un exemple local. Vous vous rappelez, je vous ai montré des initiatives individuelles qui invitent finalement les institutions à légiférer pour pouvoir essayer de développer et d'utiliser ces motivations. Et bien là, c'est un peu le cas. Pour Besançon, j'utilise les travaux d'un de nos collègues, Jean-Jacques Dupont, qui a fait sa thèse sur le lycée Victor Hugo de Besançon. Et donc, ce qui se passe, c'est que suite à la circulaire bourgeois qui invite, en 1890, qui invite les lycées à avoir des associations sportives pour lesquelles d'ailleurs le proviseur devient une sorte de président d'honneur là-dessus, eh bien on voit qu'à Besançon, on est assez loin de Paris, eh bien ça va aider aux initiatives, ça va être un moteur des initiatives. Néanmoins, vous allez voir, c'est assez intéressant dans cet exemple-là, je vais assez vite, on voit bien que l'union sportive du lycée Victor Hugo est constituée au mois de novembre 1890, donc suite à la décision de la circulaire bourgeoise de 1890, et si j'en crois le secrétaire trésorier de cette union sportive du lycée Victor Hugo, qui s'appelait Marcelin Payard, eh bien, il dit que cette union s'est fondée sur la propre initiative d'élèves ayant pratiqué le football dans les équipes de Nevers, Lons-Saunier, Dijon et Paris. On voit bien comment s'importe le sport dans les localités extérieures à Paris. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bon, ben voilà, l'initiative, finalement, l'institution a favorisé des initiatives individuelles et le développement du sport avec une sorte d'autogestion. J'utilise le mot, c'est anachronique, mais c'est un peu ça quand même. Et quand on regarde derrière les archives, on s'aperçoit que le proviseur, il est assez inquiet. Pourquoi il est assez inquiet? Eh bien, il faut se rappeler qu'au XIXe siècle,
il y a énormément de rébellion dans les lycées de la part des lycéens. Alors ça peut paraître étonnant, pourtant ce sont des enfants de la bourgeoisie. Seulement, les conditions sont tellement exécrables d'un point de vue de l'hygiène, de l'enfermement, les travaux de Foucault ont largement montré cet aspect-là, et bien que ces corps dociles, c'est quand même compliqué. Et donc, les proviseurs, ils s'inquiètent un petit peu du développement de ces activités et puis des initiatives qui sont prises par les élèves. Qu'est-ce qu'il va faire, ce proviseur? Eh bien, il va dire, je vais dépêcher mon enseignant d'éducation physique, Julien Vidal, et il va gérer pendant les récréations ces activités, même en dehors, en extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un regard de l'institution qui se pose, donc on voit bien derrière comment ça va se mettre en place. Et pas l'initiative individuelle est vite rattrapée par le contrôle à ce niveau-là. Ouais. Donc ce contrôle par les enseignants d'éducation physique se retrouve donc dans le primaire, mais aussi dans les lycées donc, qui font la transition. Et lorsqu'on voit concernant les règlements généraux d'éducation physique qu'il y a des initiatives personnelles, mais qu'il y a une autorité médicale qui progressivement s'impose. Donc derrière, cette notion de contrôle, elle va passer non plus par une discipline, mais elle va passer par un discours hygiéniste et sanitaire, qui va le rendre moins violemment perçu par les élèves eux-mêmes. Donc on est toujours dans cette logique un peu de la filiation entre le corps et l'esprit, où quelqu'un qui est beau physiquement est aussi bon moralement. Et donc on essaye de s'assurer de cet élément-là, au moment où l'époque est traversée par la tuberculose, l'alcoolisme et les différentes maladies vénériennes. Donc en fait, là on va trouver un autre secteur de développement, qui est celui du Règlement général d'éducation physique, qui va protéger la race française en mettant en place tout un système d'organisation de la séance. Donc ici, vers le 17e anniversaire, on commence à avoir une crainte de quelque chose qui est assez craint, c'est l'échauffement des sens. Voilà, on a peur de l'échauffement des sens, que cette jeunesse sorte de ses gonds, voire même que les filles soient hystériques, d'accord? C'est vraiment un débat sur lequel on essaye de lutter, et on revient une fois de plus, cette fois-ci à l'échelle de l'enseignant d'éducation physique, de lui donner les moyens d'administrer d'administrer une pratique physique comme on administre un médicament, du processus évoqué juste précédemment. Donc on voit que le dispositif de gestion qui était initialement très structurel se déploie un tout petit peu plus au niveau fonctionnel, au niveau des contenus d'enseignement, ça aussi c'est un anachronisme, que les professeurs d'éducation physique, surtout que là c'est des moniteurs qui n'ont pas une très très longue formation, et donc à ce moment-là on voit comment se déploie un peu le dispositif, toujours un petit peu plus loin. Alors dans la même logique, et pour reprendre, on arrive sur notre troisième partie, on va essayer de vous expliquer les ingérences institutionnelles par rapport à ces initiatives. Comment finalement les institutions, vous allez voir qu'on va reprendre bien sûr les libertaires, les théories libertaires, qui vont être incriminées, l'État, la famille, l'armée, toutes les institutions, qu'est-ce que j'ai oublié, la religion bien sûr, la religion. Et ça c'est un élément évident qui va apparaître. Alors, pour reprendre l'exemple byzantin, puisque ça nous offre une bonne opportunité de le faire, je vais le faire vraiment très vite, puis j'y reviendrai. On est bien sûr sur le biopouvoir. Mais l'idée, en fait, c'est que globalement, comme l'a dit Jean-Nicolas, l'onanisme, c'est le fléau. Les hygiénistes, les médecins ont peur de cela, notamment dans les internats. C'est l'élément. Il y a un très bel article de Jean-Jacques Dupont qui est paru dans la revue Stab, si mes souvenirs sont bons, qui est sur ce thème-là. C'est-à-dire que finalement, comment faire pour lutter contre ce fléau, parmi les fléaux, on l'a dit, la tuberculose, les maladies vénériennes et l'alcoolisme. Eh bien, le sport va devenir un élément intéressant. Et très vite,
pour lutter face à ces aspects-là, bien les éducateurs, les médecins, les proviseurs se rendent compte que c'est un super moyen pour essayer d'éviter cet efféminement hein, de la vie, et donc finalement, et cette perte d'énergie, parce qu'on a peur, alors c'est important le contexte, hein, j'ai juste 2 secondes, à partir de 1870, on rentre dans une phase de chute démographique. C'est-à-dire que de 1871 jusqu'en 1945, à part en 1921, la France cesse d'être un pays démographiquement croissant. Voilà. La natalité est inférieure à la mortalité, sauf en 1921. Donc c'est un élément qui choque et qui va être pris en compte par qui? Par les politiciens, par les médecins qui s'alarment de cela, et bien sûr le discours va bon train là-dessus. Comment faire pour ragaillardir notre jeunesse? Et le sport va devenir un élément important. Et c'est en cela que l'on voit que les familles, eh bien, il faut occuper. Alors, le premier point hein, qu'on va voir là, c'est la famille. La famille est très inquiète. Elle a peur de cette effémination, hein, notamment du fait qu'on met des gens de même sexe dans un même endroit, et donc l'homosexualité est un élément qui fait très peur. Donc qu'est-ce que l'on peut faire? Il faut les occuper. Et s'ils s'occupent sainement par des activités physiques, c'est là qu'on va voir la bascule. Hein. Au départ, le sport fait plutôt peur, et progressivement, il va devenir un élément utile d'occupation à des saines activités plutôt qu'à la masturbation ou à des actes sexuels homosexuels. Donc voilà un élément important. Donc, bien sûr, le rapport Weiss de 1913 hein, rend compte d'une enquête nationale qui dit d'ailleurs auprès des proviseurs tout ce qu'on pourra enlever aux méditations solitaires ou aux conversations de petits groupes seront gagnés pour l'éducation morale. L'enjeu, c'est la moralité. D'accord? L'enjeu, c'est la moralité. Et on voit bien que cette initiative individuelle pour le plaisir qu'ont les élèves, les étudiants, de faire cet acte du sport, est récupérée comme un élément d'utilisation morale. Et on voit bien de gestion des populations. C'est le parfait concept de biopouvoir chez Foucault. Oui, alors mon objectif, c'est de gagner le temps que tu perds. Donc très rapidement, on se retrouve en 1945 toujours avec cette population qui a été extrêmement fatiguée, extrêmement impactée par la logique du STO pour les adultes, et puis aussi pour l'éducation générale et sportive sous Brotra, puis sous le colonel Pasco. Donc on a toujours cette idée de rejoindre au don de la moralité et là de la révolution nationale, hein, de la race française, cette idée de les occuper sainement. Et en fait, on voit ici de contrôler clairement l'activité, toutes épreuves réservées aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement public pour toute personne ou tout organisme prenant cette initiative. Donc il y a vraiment, alors que dans les instructions ministérielles de 1945, 1er octobre, donc c'est 12 jours avant, vous avez l'ouverture en direction des méthodes actives hein, qui sont déjà évoquées. Directement, malgré tout, on a un contrôle, et dans la liste des personnes qui sont en face, vous avez quelqu'un qui est directeur de l'hygiène scolaire. Donc on est sur l'hygiène, on est sur la moralité, avec cette idée de oui, vous avez le droit à vos initiatives, mais il faut penser que nous les encadrons. Et le biopouvoir, il est bien à l'œuvre dans le sens où on associe instinctivement auprès des jeunes l'esprit d'initiative et l'esprit d'organisation, de gestion et de rendre compte à l'autorité. C'est encore à moi, j'ai oublié. Cette chose se poursuit effectivement on retrouve dans la revue Éducation physique et sport de 1959 un article concernant le sport universitaire. Donc c'est relativement intéressant. La revue Éducation physique et sport fait suite au cahier technique créé en 1942 par quelqu'un comme Méran, quelqu'un comme Régé Delobert, mais aussi dans le groupe, il y a un certain Jacques Flouret, qui est directeur du sport universitaire,
de 1838 à 1961-62. Il faudra que Herzog le mette dehors de manière assez musclée pour qu'il cède la main, et qui, en même temps, ce Jacques Flouret, est directeur de l'ENSEPS Garçon, à la fin des années 50, début des années 60. Donc on a ici un lieu de pouvoir où va se développer une façon de concevoir le sport scolaire assez nette, et l'enseignement supérieur, qui est préparation à la vie, et ça, vous verrez, on va le retrouver souvent, manquerait gravement à sa mission s'il négligeait de former les étudiants aux techniques du loisir, qui sont aussi nécessaires dans l'existence que les techniques du métier. Donc on a le temps de travail et le temps de non-travail qui peuvent être organisés par la pratique des loisirs. Et la pratique des loisirs ne peut pas être laissée libre à l'étudiant, il faut quasiment lui apprendre les loisirs, à gérer ses loisirs. C'est encore à moi, bien sûr. Cette perpétuation se retrouve accentuée avec l'événement de mai 68, où justement la crainte de la jeunesse étudiante est plus importante encore. Et on est toujours dans ce prolongement du projet de la loi Berthoin de 1959, hein, c'est le rapport Legendre, qui consiste à dire, pour que l'État puisse suivre la croissance économique, il faut que chaque individu puisse donner le meilleur de lui-même. Là où il sera le meilleur, eh bien, il sera le meilleur pour l'État. Et cette notion de l'individu qui va pouvoir, grâce à son mérite, et c'est le côté peut-être pervers de la notion de méritocratie, c'est que la méritocratie, elle n'est pas seulement qu'au service de l'individu, elle est aussi au service de la structure qui l'encadre. Et pour autant, vous voyez, il doit se conformer à l'évolution démocratique exigée par la révolution industrielle. Donc on fait un travailleur en même temps que l'on fait un sportif, et un méritocratique, ou en tout cas quelqu'un qui s'adonne à cette joie-là. Et en fait, il y a, avec la loi Faure, une première délégation de service national, donc on pourrait presque dire un préambule à la loi LRU de 2004, où en fait on assigne aux universités, et puis toute la loi RSE qui va suivre, hein, finalement, déploie cette même logique de responsabilité à l'échelle locale, et qui va avoir, comme on voit ici dans la loi de 75, un élément fondamental, donc le sport moral qu'on évoquait tout à l'heure dans les lycées, mais aussi ce point, il est obligatoirement affilié. C'est-à-dire que vous pouvez être un pantin, un petit Pinocchio, vous avez l'impression de vivre votre vie, mais finalement, avant d'être un petit garçon, eh ben, il faudra bien savoir que vous avez des fils qui vous rattachent. Alors j'enchaîne très vite. On a vu qu'il y avait la famille qui primait les initiatives, on a vu qu'il y avait l'État, on a vu qu'il y avait les dispositions législatives, on a vu qu'il y avait l'ordre médical, on a vu qu'il y a même la communauté enseignante qui jouait ce rôle-là. Et là, on peut aller même plus loin, on peut parler de la structure. Alors, on n'a pas développé cet aspect, mais vous vous rappelez peut-être de cette charte du sport scolaire, c'est ça, de 1993, qui met les 3 points, liberté, égalité, fraternité. C'est pas mis tout à fait comme ça, mais on retrouve bien ces aspects-là, avec une structure, bien sûr, démocratique, complètement, me semble-t-il, sclérosante, d'une oligarchie dominante, hein, et là, on peut reprendre le fonctionnement et les travaux, enfin la réflexion de Max Stirner sur l'idée qu'on est loin d'une démocratie directe, on met en place, c'est au service d'un système néolibéral institutionnalisant, hein, bien sûr, dans lequel eh bien, le moi doit être libéré. Pour libérer le moi de toutes ses entraves, ça va être compliqué. Hein. L'État, la société, le parti, la religion sont là pour structurer. Et les structures en place sont des éléments d'une certaine démocratie qui est là, évidente, mais dans laquelle la structure impose une contrainte qui ne laisse peut-être pas s'exprimer ce moi, ces envies qu'ont les élèves, puisque globalement, le sport de compétition reste encore un élément central de cet aspect. Donc on est toujours dans cette idée aussi qui fonctionne selon laquelle la notion d'accomplissement serait la collusion et de la cohérence entre le soi et le moi, c'est-à-dire le soi, c'est l'image qu'on a de soi-même, et le moi, c'est l'image que les autres nous projettent de nous-mêmes. Et le sport est un élément de projection du regard d'autrui,
qui est assez fort de ce côté-là. On poursuit, hein, on se rapproche sur l'université avec le rapport de Jean Fabre sur sport et université de 91, et j'ai surligné vraiment les éléments les plus intéressants, toujours d'expression de ce biopouvoir à l'œuvre. L'université peut être la seule structure capable d'orienter l'évolution future du sport dans une référence de culture et d'éthique. On est clairement dans l'idée sur laquelle le sport est porteur de valeurs en soi, et on oublie de travailler, la logique qui est derrière, hein, je vous refais du Maurice Baquet, hein, le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent. Et on ne sait pas lesquelles à proprement parler. Et son rôle premier est de permettre au plus grand nombre d'étudiants de s'exprimer, même de s'épanouir par la pratique des activités physiques et sportives. On le présume, hein, je veux dire, il y a peut-être des étudiants qui ne s'épanouiraient pas dans la pratique sportive, pour un équilibre, mais aussi un meilleur équilibre.